Parce qu'entreprendre, c'est fait de succès et d'échecs. Parce que parler des échecs, c'est grandir et faire grandir. Bienvenue dans le podcast Épitaphe de Daphné. Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans le tout premier épisode d'Épitaphe. Mais qu'est-ce qu'un épitaphe ? C'est une inscription funéraire, un texte évoquant souvent de façon élogieuse le ou la défunte. Et aujourd'hui, pour le lancement, on souhaite rendre hommage à un projet auquel on a cru dur comme fer chez Daphné, celui de Paddy. Et qui d'autre de mieux que son ancien CEO Philippe pour venir nous en parler, nous partager les hauts et les bas de cette aventure entrepreneuriale du secteur de la foodtech. Salut Philippe. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous. Chers auditeurs, inutile de sortir les mouchoirs. Si l'aventure Paddy est bel et bien terminée telle qu'on a pu la connaître, elle vit aujourd'hui de l'autre côté de la frontière, en Suisse. Et pour partager ce moment, Paul de chez Daphné, qui suivait Paddy à l'époque, est à nos côtés. Salut Paul. Bonjour à tous les deux. Alors Paddy, en deux mots, c'est un robot pizzaiolo, qui cuisine sous les yeux des clients. Ça a été créé en 2013 par deux ingénieurs, Cyril et Sébastien. Et toi, Philippe, tu as rejoint l'aventure. Est-ce que tu peux te présenter aussi la mission de Paddy, et puis dans un second temps nous dire qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet et pourquoi tu as décidé de le rejoindre. Oui, alors je suis Philippe Goldman, j'ai 50 d'années, 3 enfants. Et à l'époque, effectivement, j'avais derrière moi 18 ans de carrière dans la direction de... Soit j'avais créé ma boîte au départ, après j'ai rejoint un grand groupe qui s'appelle L'Oréal, sur des directions de business unit. Et donc, je traînais dans les cosmétiques depuis très longtemps. J'ai été travailler pendant 1 an pour le fonds Otium Capital, pour les aider à construire un portefeuille de la beauté, quand 2 jeunes sont apparus avec un projet complètement renversant qui consistait à automatiser une cuisine pour faire des pizzas. Donc, c'est ces fameux Cyril et Sébastien. Et il s'est passé quelque chose en moi qui, de l'ordre de l'émotion, a basculé à la fois dans 2 domaines que je ne connaissais pas. Je maîtrisais vraiment bien la cosmétique, pour le coup, mais je ne connaissais ni le food, au sens restauration, on parle de restauration, à part aller manger, bien sûr, ni la robotique, au sens vraiment robotique, on parle de hardware, lourd, pas un petit robot, on parle d'un ensemble très important. Et j'ai foncé. Pourquoi j'ai foncé ? Parce que probablement, à l'époque, fort des 11 ans chez L'Oréal, j'avais beaucoup innové. On innovait tous les ans. Mais je n'avais pas inventé. Et l'idée de l'invention me plaisait énormément. Et voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de les rejoindre. On a travaillé 6 mois ensemble, un petit peu au départ, pour se connaître. Et comme on a vu que le courant passait bien, on a concrétisé tout ça. Et c'était quoi tes convictions au départ sur le projet qui t'a poussé à sauter le pas et prendre ce risque de les rejoindre ? Alors, il y avait un effet de fascination devant l'invention, devant ce que ça pouvait représenter, de défis techniques et de capacité à rendre une idée réelle. À l'époque, ils avaient un prototype, Paul, tu l'as vu, je me souviens, qui était tout d'un coup, on voyait en branle des robots qui allaient faire une pizza et en plus une bonne pizza. Déjà ça, c'était une belle conviction qu'il y avait quelque chose de possible techniquement. Et ensuite, on était face aussi à des données de marché qui me semblaient conforter l'objectif qui était à la fois d'automatiser, le besoin qu'on était dans des marchés à tension. Le Covid n'était pas encore là, mais on avait un mal fou à recruter. On recrutait des gens dans des métiers qui étaient hautement standardisés dans leurs tâches. Et pourquoi pas pouvoir standardiser la cuisine et faire une pizza si on le faisait dans de bonnes conditions. Et le marché est énorme. On parle souvent de taille de marché dans le milieu des fonds. Et là, le marché était très important pour le coup. Sur un produit avec une belle valeur ajoutée qui était la pizza. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, sur des expériences comme on a connu de robots sur du café, etc. Voilà. Et tu peux nous parler un peu de ta relation avec ces deux ingénieurs, toi qui viens du milieu de la cosmétique ? Alors déjà, c'est une relation très complémentaire. On était chacun dans nos domaines et chacun se complétait. Il y avait chez eux une belle relation aussi d'humilité. Et on avait ce lien de bienveillance envers les uns et les autres. Donc chacun à sa place. Moi, je tenais les rênes pour manager l'équipe, au sens, l'organiser, mettre de la vision. Et eux étaient dans la technique, dans la technologie, la faire avancer, se challenger, etc. Donc on s'est très vite trouvés.
chacun dans nos rôles, se respectant. Et du coup, on a formé rapidement une équipe où on était 5 jusqu'à, en 2022, une trentaine de personnes. Et t'es arrivé en 2015, c'est ça? Tu les as rejoints? Je suis arrivé, j'ai investi d'abord en 2016. Je les ai accompagnés de façon un peu externe en 2016 et je suis rentré vraiment en 2017 où j'ai tout lâché, pour le coup. Et vous êtes arrivé peu de temps après. C'est ça. Ouais. Et donc, fast forward. Tu arrives en début 2017 du coup dans le projet. Il y a une première levée de fonds avec Daphne et Partech. Exactement. L'été 2017, automne 2017. Voilà, pour développer le produit. Enfin, on va passer toute cette étape-là sur laquelle on a communiqué, dont on faisait partie. Une autre levée de fonds pour valider, une fois que la technologie fonctionnait et qu'il fallait maintenant en faire un produit, un vrai restaurant, avec Qualdro qui nous a rejoint et tes anciens compères de Utopia, de 10 millions, l'ouverture de 2 restaurants. Et puis un investisseur suisse qu'on va retrouver plus tard. Exactement, c'est vrai. Voilà. Le loup rentre dans la bergerie. Un premier restaurant à Val d'Europe, à côté de vos bureaux pour tester la machine. Ça tourne bien, mais le business est moins là parce que c'était pas forcément le meilleur emplacement. Et le Covid est vite arrivé. Hein. Et le Covid est arrivé. Un deuxième restaurant en plein centre de Paris, à Beaubourg, qui fonctionne, la technologie fonctionne, ça tourne, les pizzas sont bonnes, en tout cas moi je les trouve très bonnes. Mais qu'est-ce qui se passe après? Donc là il s'est passé entre 2017 et 2022, ouverture de 2 restaurants, la technologie fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait 2 grands sujets sur ce projet. Le premier, il y avait 2 grands défis. Et le problématique, c'est ça, c'est que globalement, quand on est une start-up, déjà un défi c'est déjà important, mais vaut mieux déjà, c'est déjà compliqué. Et on en avait 2. C'était à la fois maîtriser une techno, vraiment, parce qu'on arrivait de plus en plus, mais ça demande un taux d'effort qui est très 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 important. Et deuxièmement, le défi de monter une marque de restauration, une expérience de restauration. Et faire les 2 en parallèle, c'est balèze, franchement. Peut-être probablement, on avait vu très grand là-dessus, très gros, et on a, avec surtout des cultures très différentes, là, un de nos board members, Jérôme, rappelez, qui est très rapidement monté. Ça aussi, je fais référence à un des jolis posts de Pierre-Eric sur les board members, s'entourer toujours de board members experts. Ça, c'est ce qu'on a fait nous très tôt. On avait Nuno qui venait de chez Renault pour nous aider sur la partie manufacturing, et il y a eu Jérôme Tafani sur la partie fast-food, qui était un des grands experts européens du fast-food. Et très vite, il m'a dit, on est sur un métier de centimier. Alors nous, on ne dépensait pas des tonnes, on dépensait par centaines d'euros, milliers, mais pas du centime. Et donc déjà, la confrontation des cultures hardware qui se dépensent en 1000 euros, on va dire, versus la dépense du restaurant qui est en centimes, c'est déjà une confrontation de culture. Et donc je pense que la confrontation de culture a été complexe à mettre en œuvre. Complexe. C'est pas comme si on était en séquentiel, techno est fini, maintenant on monte le restaurant et on avance et on a le temps d'ajuster. Le troisième point, et je pense que Paul, tu t'en rappelles, c'est qu'effectivement, chaque techno coûtait cher. C'est-à-dire que chaque ouverture de restaurant, c'est pas comme un petit drone qu'on peut monter qui va coûter 3 000 euros, puis on en casse 8, et puis non, on pouvait pas, et donc on pouvait pas se permettre d'en ouvrir 10 pour tester des use cases, des cas d'usage, des formats différents. Est-ce que ça marche mieux en aéroport? Est-ce que ça marche mieux en centre-ville ou ailleurs? On n'avait pas beaucoup, c'était pas possible. Et donc, du coup, on a manqué aussi ce qu'on appelle le test and learn classique qu'on a dans les startups, qui permet de bien peaufiner un produit qui aurait permis, du coup, après, d'aller voir commercialiser sous un format de master franchise un peu classique, et permis de prendre un portefeuille de commandes pour prouver une commercialité. Parce que ce qu'on nous demandait au niveau de la série B, donc c'est là où on intervient peut-être sur le cœur du thème, qui est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté. C'est qu'à horizon, on va dire début 2022, il fallait qu'on passe à une sorte de série B. Alors, on a toujours été un peu sur 2 phases, parce qu'on demandait de l'argent de série B, mais avec un niveau de maturité qui était plus proche de la série A. On a fait une série A alors qu'on était finalement en maturité seed. Et bon, ça, en hardware, c'est toujours comme ça un petit peu. Donc, on voulait lever 20 millions d'euros. Et effectivement, là, l'exigence, c'était une exigence de commercialité qu'on aurait dû mieux prouver, mais qui en était difficilement prouvable au stade où on était. Et donc, très rapidement, on s'est retrouvé confronté
Alors, à une chose que peut-être beaucoup d'entrepreneurs connaissent, un premier échec, on va pas arriver à lever 20, 25, je ne sais plus ce que c'était le montant exactement. Donc, on revoit la copie. En concertation avec le board. Donc là, on est avec le board, on dit qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on tente une option plus minimaliste à 10. On tente une option à 10. L'option à 10 ne fonctionne pas non plus. Tu sens un point de bascule à ce moment-là déjà ? Oui, je sens le point de bascule. En fait, le point de bascule est assez simple. C'est quand tu as fait le tour de ta liste. Ok, la liste s'arrête. Ouais, que la liste, il n'y a plus personne. Donc là, après, bon, tu peux t'amuser à rêver qu'il y a toujours un... Alors, tu prends toujours les appels de quelqu'un qui dit « Ah, moi, je connais quelqu'un, tu vas voir, il est formidable et tout. » Mais bon, tu t'aperçois qu'à un moment donné, le truc, il prend pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, on a quelque part pas craqué ce que demande à ce stade de maturité un investisseur. Donc, il faut passer à autre chose. Et donc, cette autre chose, vu le cash, a été le redressement. Donc, une première étape qui est importante. Donc, c'est déjà anticiper ça. Donc, on documente, on prépare, on ne faut pas faire de bêtises. On est personnellement responsable aussi en tant que mandataire de bien faire les choses. Il y a aussi, peut-être on en reparlera, un accompagnement aussi. Qu'est-ce que tu racontes à ce moment-là aussi à tes salariés ? Est-ce que tu leur dis rien ? Est-ce que il faut raconter les choses. Donc, je passe plutôt sur l'étape et après on reviendra sur comment on le vit. Mais du coup, à ce moment-là, donc, on passe en redressement judiciaire. Là, c'est une découverte des tribunaux, de l'administrateur, etc. Et l'administrateur, il est scotché, il dit « j'ai jamais vu un truc comme ça, on va trouver des gens. Facile. On va mettre une annonce dans le journal d'annonce et vous allez voir en quelques semaines, il y aura plein de candidats. » To infinity and beyond. Il vous dit ça sereinement, facile. Et oui, il est serein parce qu'il a jamais vu un robot pizza et donc il se dit une telle techno, c'est forcément il y aura du monde. Non, mais ce qui est vrai et ce qui nous avait séduit aussi sur Pazzi, c'est que quand on pitch le portefeuille de Daphni, et quand on pitchait en tout cas à l'époque le portefeuille de Daphni, quand on parlait de Pazzi, il y avait un intérêt tout de suite de la part de n'importe qui. Ça pouvait être des personnes de l'écosystème, nos investisseurs, des personnes qui étaient totalement dans notre écosystème. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient prendre des franchises partout en France. Enfin, il y avait un vrai intérêt, il y avait une curiosité. Et c'est pas un projet qui laissait indifférent. C'était pas un SaaS B2B sur de la finance. Donc, il y avait de l'intérêt. En fait, ça a toujours été une énorme opportunité parce que on a pu soit faire travailler des fournisseurs un peu gratuitement qui testaient dans la période de test avant d'acheter leurs produits énormément parce qu'en fait, tout le monde voulait faire partie de cette aventure, quel qu'il soit, que ce soit des investisseurs à un moment donné, des potentiels, des prospects commerciaux, des chercheurs. Enfin, on attirait du monde un peu naturellement, on n'a pas eu de mal à recruter, c'était bien grâce à ça. Mais en même temps, le pendant de tout ça, et on l'a vécu au board, c'est qu'on fantasmait beaucoup, chacun avait son propre fantasme du projet, de où il devait aller. Donc parfois, il y avait besoin de réaligner sur la feuille de route. C'est pas je l'évoquerai pas du tout, c'est pas une raison d'échec. Hein. Je pense qu'on va en reparler après des frustrations, et ce que tu aurais refait de bien. Mais du coup, le fantasme existait. En fait, parce que tout le monde s'appropriait Pazzi, il se disait ça peut faire ci, ça peut faire ça, vas-y, comme ça, etc. Donc il fallait à chaque fois resserrer. Mais je reviens donc sur le redressement. Donc même l'administrateur, il fantasme, il dit ouais, super, on va le faire en 2 semaines, vous allez voir. Puis il se passe rien, pas un candidat. Alors je commence à comprendre qu'effectivement, il se passe. C'est que d'abord, l'administrateur, il envoie cette information. Alors, je ne sais pas si vous voulez évoquer cette période, parce que si ça intéresse les gens, c'est le vécu aussi de comment ça se passe, cette procédure. En fait, un administrateur va envoyer un carnet d'adresse qui est très classique de gens qui ont l'habitude de regarder des dossiers de ce type. Mais il faut que le dossier soit classique. S'il ne rentre pas dans des cases, c'est un peu comme pour les VC. Nous, à un moment donné, on ne rentrait pas dans la case du VC. Notre dossier ne rentre pas dans une case. Il vaut mieux acheter un magasin pour faire un complément de portefeuille, il vaut mieux acheter un business qui est très proche d'un business que vous avez. Mais comme personne n'avait un business de pizza automatisé, pourquoi acheter une pizza automatisée ? On vous invite à écouter le podcast avec Christophe Calais dans The Build Dynasty for Good sur tout ce sujet et de comment ça se passe. Ouais, et du coup, on a bossé avec Christophe. Oui. Mais qu'on salue. Oui, exactement, on le salue. Et donc, on retrouve personne. Et tout d'un coup, arrive un chevalier blanc d'Espagne qui était dans la crypto-monnaie. Il arrive par un de nos fondateurs, Sébastien. Et là, il nous dit oui, pas de problème, je reprends, etc. Tout ça, etc. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je vais être honnête, j'y ai pas cru une seule seconde parce que je vois que le gars est louche. Enfin, c'est juste voilà. Ouais, je sens pas du tout. Et à un moment donné, j'ai quand même un doute positif parce qu'à fin août, il n'arrête pas de confirmer et qu'il va le faire. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Je dis je finis par y croire. Et les fondateurs. En fait, à ce moment-là, ce qui est un peu dur émotionnellement, c'est qu'on s'accroche aux espoirs.
Donc les fondateurs s'accrochent à ça en se disant ça va marcher. Donc si on s'accroche, on commence à faire croire aussi aux employés que ça va y arriver. Et jusqu'au jour assez fatal, début octobre, donc il est confirmé. Et là, je me souviens encore de cette anecdote de ce board, un jeudi matin, 8h, je vous appelle tous, on fait un petit je dis voilà, la décision judiciaire, à un moment donné, il y a une décision judiciaire qui valide le repreneur et la continuité. Donc, pas la continuité, la reprise de l'entreprise. Et donc, j'ai fait ce board en disant, trop bien, l'espagnol, entre guillemets, va reprendre. Donc, on ne pense pas que le juge va dire non, ça va bien se passer. Donc, et là, tout le monde était content. 2 heures après, l'administrateur m'appelle, m'a dit non, il n'a pas confirmé, ça ne va pas se faire, il se retire. Non, mais je viens de dire aux investisseurs que c'était bon, quoi. Et là, c'est un trou noir, quoi. Ah oui, c'est la douche froide. La douche froide, elle se fait en 2 temps, parce que d'abord, dans l'après-midi, il faut annoncer à tout le monde que ça ne se fait pas. Et quand vous agitez en un week-end, il ne va rien se passer. Hein. Pareil, on s'accroche aux espoirs encore, au mirage, à tout ce qu'on peut, parce que on est obligé de s'agiter, c'est la panique quelque part. Et le lundi, ce qui se passe, c'est violent, c'est que le tribunal décide de la fermeture de la boîte et vous devez vraiment la fermer. C'est-à-dire que le soir même, vous demandez à tout le monde, vous devez quitter les bureaux, c'est pas vous avez 15 jours pour quitter les bureaux, c'est le soir même. Donc des gens qui étaient remplis d'espoir en se disant plus de problème, on va continuer. Parce que moi, j'avoue que je ne partageais pas trop le doute que j'avais sur le repreneur. Au-delà d'un certain cercle, ils se sont retrouvés à sortir physiquement d'un bureau un lundi soir. Donc après la décision qui a eu lieu probablement à 10h du matin, décision qui ne devait être parce qu'il n'y a plus de repreneur en fait, donc il n'y a plus d'autre chose à faire que fermer. On reproche rien à ces juges. Et voilà, donc là c'est violent. Donc là c'est l'arrêt total. Et là il se passe plus rien, là c'est fini. Après on peut parler un peu de la suite de Pazzi si vous voulez, parce que du coup il y a une nouvelle suite à Pazzi. Ça, on en parlera peut-être après, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comment tu l'as vécu, toi. Est-ce que tu as resté ta relation avec Cyril et Sébastien sur ces mois-là, qui a été une longue période finalement, entre le moment où on dit on veut lever une série B de 20 millions et le moment où il y a la fermeture, ça a été une longue période en fait, d'espoir qui sont fermés petit à petit. Et jusque, tu disais, le dernier jour, l'annonce aux employés. Et comment humainement tu as géré ça ? Perso, plutôt bien. Alors pourquoi ? Parce que je vous ai fait la séquence, levée de fonds qui échoue, 1, 2, après on passe à 10, après on... Ouais. Donc forcément, tu élabores des scénarios. Tu dis qu'au jour... en fait, en février 2022, quand je vous annonce au board que on a épuisé un peu les fonds, et vous m'avez demandé... travaille un scénario quand même, parce que si on va encore continuer à essayer de lever, mais travaille au scénario d'une éventuelle fin, quoi. À ce moment-là, tu as déjà mentalisé ce scénario. Il devient possible. C'est-à-dire que dans le startup, au début, quand vous développez une startup, vous ne dites pas que vous allez arrêter, ça va s'arrêter. C'est une évocation, mais très lointaine. Là, du coup, ça devient concret. Un scénario possible. Donc forcément, tu te mentalises de qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça ne veut pas dire que tu bosses pour ça. Je pense que je n'ai pas consacré une seule journée avant la fin à mon avenir d'après. Mais en revanche, pensez, réfléchissez, qu'est-ce qui va se passer aussi des employés, de tout le monde, des équipes. Donc donc c'est pour ça que il n'est pas brutal. Effectivement, c'est brutal entre le jeudi où je vous annonce que ça passe et puis après, 2 heures après, l'administrateur qui me dit que tout va s'arrêter. C'est assez brutal. Mais d'abord, je savais que je ne faisais pas partie de cette feuille de route de l'administrateur. Le nouveau repreneur, s'il avait repris, il allait me changer au bout d'un certain nombre de mois. Et puis, je n'avais pas volonté. En fait, je ne voulais pas rester avec lui. Donc, je savais qu'il y avait une autre histoire à réécrire pour moi. Mais effectivement, oui, on élabore des scénarios déjà et c'est moins violent pour le CEO, quoi. Plus violent peut-être probablement pour Cyril et Sébastien, qui ont vraiment cru à l'histoire du repreneur et qui ont mis beaucoup de temps derrière à lâcher, quoi. Émotionnellement les choses, dur. Et tu as évoqué les relations avec les équipes à ce moment-là. Comment tu annonces toutes ces différentes annonces ? Alors d'abord, je les ai tenus beaucoup informés, fréquemment de où on avançait, des levées, des difficultés, comment ça se passait. Tu as toujours été 100% transparent. Ouais, je pense que c'était important. C'est important parce que, comme le dit Paul, ce projet engageait les gens émotionnellement sur plein d'aspects. Les gens étaient passionnés par ce projet. Il fallait que ça marche, etc. Donc
Donc j'ai toujours informé, et je pense que c'est important de le faire, faut pas cacher ça. Et puis à un moment donné, quand il y a la mauvaise nouvelle, ça sert à rien d'attendre 24 heures, faut la dire. Et voilà, ça a été dit. On a eu une sorte de petite thérapie où tout le monde, prise de parole, le dernier jour où chacun a évoqué ses frustrations. Je me suis fait aussi, certains m'ont reproché aussi en tant que CEO de dire c'est ta faute quelque part de où on en est, t'as pas pris les bons choix, tu portes une responsabilité, etc. Bon, voilà, il faut aussi que la parole elle se libère. Voilà, c'est important. Et cet exercice, on l'a fait en public, enfin entre nous, quoi. C'était important. Et donc du coup, tu parles de frustration, et je pense que c'est assez important sur cette période-là. Est-ce que tu as des frustrations encore aujourd'hui de te dire j'ai pas été aidé sur tel sujet, ou ça j'aurais pu mieux le gérer, ou si on avait fait ça, peut-être que ça aurait marché. Juste sur la période levée série B jusqu'à la fermeture. Difficile, parce que c'est vrai qu'il y avait à un moment donné, je pense, Utopia qui nous poussait dans certaines directions que j'aurais peut-être à un moment donné dû écouter plus tôt, mais est-ce que ça aurait changé? Enfin, est-ce que je suis pas sûr fondamentalement la route aurait été différente en fait. Est-ce que je suis frustré? Non, parce que en fait, le problématique de ça, c'est qu'on tire des leçons après, qu'on peut pas appliquer avant, puisqu'on ne les avait pas encore les leçons. Donc c'est très difficile cet exercice. Mais c'est pour ça qu'on fait le podcast. Bien sûr, pour que les entrepreneurs qui sont dans cette situation apprennent mais ça génère pas des frustrations pour ça, mais en revanche, ça peut tirer des leçons que je peux éventuellement évoquer. Et la première a été effectivement, n'essayez pas de gravir 2 montagnes à la fois. Déjà, une montagne, c'est déjà beaucoup. Donc ça, c'était des premières leçons. Il y a eu j'ai des leçons positives sur la façon dont on a abordé les boards, etc., la gouvernance. Enfin, j'ai appris tellement de choses. Enfin, et la première leçon, c'est que surtout, c'est pas un échec. Parce qu'en fait, la question d'un échec, je l'ai vite abordée. D'abord, une bonne chose que je pense avoir fait, c'est qu'assez rapidement, je crois que c'était le conseil de Romain. Romain m'avait dit, écoute, aujourd'hui, les temps ont changé. On n'est plus à reprocher aux entrepreneurs leurs échecs ou leurs épitaphes, si vous voulez. On leur reproche plus ça, à condition qu'ils tirent les leçons de ce qu'ils ont fait, qu'ils écrivent, qu'ils savent raconter qu'est-ce qui a péché ou pas, pour qu'ils se sentent renforcés de cette expérience. Donc assez rapidement, en 10 jours ou 2 semaines après, j'ai écrit un post LinkedIn assez long pour expliquer la fin de l'aventure Pazzi, le post assez classique, mais surtout expliquer qu'est-ce qui avait failli, pas fonctionné, qui avait fait qu'on n'y arrivait pas. Et ça, c'était d'abord un exercice libératoire pour moi, d'accoucher, de mettre sur papier, de médiatiser au sens sortir de soi les choses. Ça a beaucoup aidé. Et ça a eu 2 fonctions. Ça m'a aidé à exorciser quelque part. Et deuxièmement, j'ai reçu en retour 2 choses, à la fois des marques de reconnaissance, de ce qu'on avait fait, d'encouragement qui était exceptionnel. Et surtout, je me suis aperçu qu'on était à un très haut niveau. C'est-à-dire que j'avais des gens en Inde, à la Silicon Valley, qui s'inquiétaient que Pazzi s'arrête. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, Paul, c'est qu'on était les pionniers dans le domaine. C'est-à-dire qu'on était les premiers à avoir démarré. Des boîtes qui avaient démarré après nous s'étaient plantées. Et que nous, on était toujours là. Une aventure de 9 ans. Est-ce qu'on parle d'un échec quand on dure 9 ans? Je ne sais pas combien de temps durent les startups. De mémoire, le taux d'échec, c'est 70% à partir de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Mais 9 ans, c'est 9 ans où vous vivez, où vous faites vivre une trentaine de personnes. On n'avait pas de mémoire des salaires pas mirobolants, mais on n'a pas payé mal. Donc tout le monde on a fait vivre un écosystème. Donc bien sûr, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, des fonds qui ont perdu de l'argent, mais c'est notre modèle. C'est votre modèle. Et très rapidement, d'ailleurs, les fonds étaient assez rassurants en disant, tu sais, nous, malheureusement, c'est ça, on perd, on gagne, mais t'inquiète pas pour nous, quoi. Oui, on veut investir dans des technologies de rupture et dans de l'innovation. Et voilà, si on ne prenait pas de risque, on n'innoverait pas. Donc, c'est le modèle de nos fonds aussi, de prendre des risques. Et ce que j'ai senti, en fait, auprès des fonds, et ça, c'est aussi une leçon, c'est qu'ils ont été là jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'essayer de trouver des solutions. Et quand c'était fini, c'était fini. Après, potentiellement, il n'y a pas d'accompagnement après. Est-ce qu'il en faut? J'ai aucune idée, quoi. Perso, j'en avais pas besoin. Mais derrière, les mots qui ont dit nous, on a perdu, c'est pas grave. Enfin, t'es pas en train de dire mince, j'ai causé une dette chez Daphne. Tu t'es senti lâché un jour par un ou plusieurs des investisseurs? Non, en fait, chacun avait ses réactions différentes. Il y a eu des réactions qui sont liées au profil. Alors, d'abord, on parle pas des fonds, on parle de gens. Parce qu'en fait, c'est le représentant, c'est Paul, c'est Pierre-Éric, c'est Romain.
C'est pas Partech, c'est pas Daphne qui est là. Même si vous portez les valeurs de vos fonds, à un moment donné, c'est des gens avec lesquels on a passé beaucoup de temps en borne, en coup de téléphone. Et non, je me suis jamais senti lâché parce qu'ils ont essayé jusqu'au bout d'essayer de trouver des solutions, chacun à leur façon. Mais ils ont tous essayé de le faire. Et côté Pazzi, Cyril et Sébastien, c'est pareil. Tu t'es jamais senti lâché seul? Non. Ils ont été chacun. On a essayé de travailler dans la situation. En bonne intelligence. Exactement. Et si on reprend les questions du début, ce qui t'a convaincu de rejoindre le projet Pazzi, est-ce que tu es toujours autant convaincu aujourd'hui par la vision de Pazzi, ou est-ce que finalement tu te dis c'est impossible? Alors, ce qui est marrant, et il faut peut-être aussi le dire, parce que je ne suis pas sûr que ça soit totalement encore su, même s'il commence à poster des informations, mais que Pazzi continue. En fait, il s'avère que les actifs ont été rachetés, parce que l'entreprise ne se rachetait plus, elle était en faillite. Donc, les actifs ont été rachetés au tribunal par un de nos investisseurs, Minot, suisse, qui a du coup repris le projet et aujourd'hui le remet en place, change des choses, mais pas fondamentalement tout. Donc, en fait, on sent que lui, déjà, il croit que le projet il doit rester en l'état et avoir sa... Voilà, on va dire les changements sont mineurs, en tout cas sur le business model, sur ce que ça doit être, c'est la même techno, etc. Donc, ce qui me fait dire, c'est que d'abord, les gens continuent à fantasmer sur le projet, probablement, et qu'il y aura probablement une belle suite. Mais voilà, après, Mais toi, personnellement, est-ce que tu es toujours convaincu qu'on peut automatiser une pizzeria dans le cas de Pazzi en faisant de la qualité et en faisant une marque de restaurant? La difficulté, alors la question est vraiment importante, profonde. La difficulté n'est pas tant de faire une pizza de bonne qualité, c'est de comment tu réponds à une nécessaire agilité de la restauration avec un hardware qui n'est pas par essence agile. Comment tu renouvelles tes menus, comment tu arrives aujourd'hui à suivre des courants de consommation qui peuvent t'emmener à demander à faire autre chose avec un robot qui, par essence, a une certaine permanence. Donc là, c'est le défi, pour le coup. Et peut-être aujourd'hui, les nouvelles technologies autour de l'IA, de la programmation des robots pourront y aider. Si on revient en 2016, oui. Tu repars dans le projet, sachant tout ça. Tu vas pas aimer ma réponse, mais tu peux pas savoir en fait. Aujourd'hui, sachant quoi? Sachant que ça va se terminer. Mais si tu sais que tu vas se terminer, tu le fais pas. Sachant les montagnes russes. Sachant ce que tu as appris. Peut-être que du coup, tu ferais différemment, mais... Sachant ce que j'ai appris, je fais ce que je fais aujourd'hui. La réponse est la meilleure, c'est celle-là. Sachant ce que j'ai appris, je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc tu skippes l'étape Pazzi. Tu te dis pas, si on avait fait différemment, on aurait pu y arriver. Si on avait fait, alors si effectivement, peut-être, est-ce que... Ben oui, mais en final, si on avait fait différemment, on serait proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les auditeurs, tu peux expliquer ce que tu fais donc on a monté une boîte qui s'appelle Sananga, à peine 2 mois après, donc c'est aussi un quick, on se remet les mains dans l'entrepreneuriat. Avec Cyril. Avec Cyril, un des 2 inventeurs, sachant que Sébastien n'est pas très loin, il bosse avec nous sur plein de projets, mais globalement, on met notre savoir-faire d'inventeur, d'ingénierie au profit des groupes. Donc c'est des ETI, des grands groupes, pour les aider à robotiser, à trouver des solutions à la robotisation, l'automatisation de leurs opérations. Et donc, bien sûr, on travaille avec des groupes alimentaires, donc à les aider, mais on va au-delà, on fait du textile, on fait de la supply chain, on fait plein de sujets. Et effectivement, ce qu'on a gardé, c'est ce savoir-faire. Et c'est là où, je veux dire aux entrepreneurs qui entreprennent et qui arrivent à l'épitaphe, c'est que derrière l'épitaphe, il y a un prologue. Et ce prologue, il est super important. Parce que le prologue, c'est la capacité d'avoir emmagasiné un savoir-faire. Et les gens ont du mal, en fait, à se détacher du produit. Ce qu'ils ont fait, c'est pas un produit. Ils ont vécu une expérience, ils ont accumulé des choses, et c'est ces choses-là qui restent. Le produit, il va mourir. Même s'ils avaient réussi leur projet, le produit, à un moment donné, il serait mort, il aurait été remplacé par autre chose. Donc l'épitaphe, c'est l'épitaphe du produit, c'est pas l'épitaphe des équipes et du savoir-faire. Oui, c'est certain. Voilà. Lui, il a une suite. Et c'est ce qu'on a prouvé. Alors après, effectivement, j'ai été assez rapide dans le sujet, parce que 3 mois après, j'avais recréé une autre boîte. Étonnamment, sans investisseurs. Mais pourquoi tu étais content de tes investisseurs? Non, mais c'est vrai que je voulais changer, de revenir à ce que j'avais fait il y a longtemps, c'est-à-dire créer une boîte.
n'aime pas le terme normal pour pas me différencier, pour différencier de la start-up. Et j'avais envie de vivre de mon activité tout de suite day one. Donc, je voulais que chaque mois que je génère du chiffre d'affaires, ça fasse vivre la boîte et que je ne dépende pas de... Des levées de fonds successives. Ouais, des levées de fonds. Alors, je ne regrette pas sur Padzzy parce qu'en fait, on était dans un domaine qui nécessitait des levées de fonds. Là où je vois de temps en temps dans l'écosystème start-up, des gens qui lèvent, alors que fondamentalement, ils peuvent se débrouiller autrement. Mais il faut lever et du coup, ils se fantasment sur la levée alors que le plus important, c'est l'activité que tu génères et le business et les bidas et toutes ces choses-là. On est d'accord. Et en un an, j'ai fait plus de chiffre d'affaires qu'en Padzzy sur toutes ces années, quoi. Donc, c'est chouette, non? C'est une très belle histoire de découvrir que tu travailles encore avec Cyril et Sébastien. Ouais. Et d'autres encore, hein, on a continué avec d'autres, ouais. et franchement, c'est chouette. Parce qu'en fait, on crée des liens, en fait, et c'est ces histoires qui sont belles, en fait. C'est le respect que vous devez aux uns aux autres et qui fait que vous continuez, et le projet n'a pas fini dans un drame total, ce qui peut arriver parfois. Mais ça, en fait, la déchirure des associés, elle intervient parfois en cours de société. Là, on n'attend pas. Je vais revenir quand même sur ma question, parce que sur 2016 moi, encore c'est ma frustration. Est-ce qu'il y avait un moyen, selon toi, de faire de Padzzy un succès? Oui, mais avec beaucoup plus d'argent. Ça me renvoie à un sujet. Aujourd'hui, on travaille avec une très belle startup qui s'appelle Enchanted Tools, qui fait des robots humanoïdes. Le fondateur, il a fait Now & Pepper, vous connaissez tous. Et suite à l'aventure Now & Pepper, il dit clairement, pour faire Enchanted Tools, il va falloir lever des centaines de millions d'euros. Voilà, il met la facture. Aujourd'hui, si je dois refaire Padzzy, je vais vous dire, les gars, on y va, mais il faut mettre 50 millions. Et pour faire quoi? Pour offrir un nouveau produit de la restauration, automatisé, répondant à l'ensemble des problèmes. Alors, là où je vais peut-être revenir, où là, effectivement, il y aura quelque chose qu'on devra craquer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours eu le sentiment que je craquais un problème lié au B2B, c'est-à-dire aux opérateurs, la contrainte de trouver de l'emploi, etc. Mais je n'avais pas fondamentalement encore craqué le problème lié aux consommateurs. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'au final, Padzzy offrait de fondamentalement différenciant à des consommateurs, qui à la fin finissaient par manger une pizza, certes bonne, mais au final, on solutionnait les problèmes des opérateurs, mais pas le pain point potentiel des consommateurs. Mais vous appuyez vachement le fait que c'était une expérience. Il y avait de l'expérience, mais elle n'était pas... tout ce qu'on voulait développer, qui aurait pu être différenciant, on n'avait pas encore eu le temps de le développer. On devait essayer d'avoir un shop ouvert 24/24, mais c'était avec les équipes compliqué de demander à nos ingénieurs de rester réveillés jusqu'à 3h du matin en veille pour voir s'il y avait des pannes. On devait pouvoir faire une customisation totale de sa pizza, de réserver une pizza à l'avance. Tout ça demandait des développements qu'on n'a pas eu le temps de faire et qui auraient pu avoir à un moment donné un attrait sur le marché par rapport à notre concurrence. Voilà. Donc ça, effectivement. Et est-ce qu'il y avait aussi, on peut se le demander, Paul, un sujet de territoire? Est-ce que on m'a souvent dit, est-ce qu'on est né trop tôt? Et est-ce qu'on n'était pas dans le mauvais pays? Est-ce que la France était le bon pays pour lancer ce genre de projet? Pas pour le faire émerger techniquement, mais pour le lancer en termes commercial. Les Français sont les premiers consommateurs de pizza au monde. C'est oui, ce qui est quand même un bon... Et puis, on n'a pas parlé de Thierry aussi, mais qui était partie prenante du projet. Mais pareil, encore une fois, vous vous rendez compte, vous avez un produit qui remplace le pizzaiolo et vous avez un des meilleurs pizzaiolos au monde qui dit « je viens vous rejoindre parce que c'est fascinant ». Voilà, c'est ce que je dis. La fascination de ce projet était incroyable. Et elle reste toujours aujourd'hui, quoi. Et donc, si je résume ce que tu nous dis, c'est qu'il manque de moyens pour aller plus loin dans le produit et manque de moyens pour avoir le savoir-faire de la restauration. De créer réellement, parce que faire un produit, vous saviez le faire. Le produit fonctionnait. Oui. Il y avait un peu de downtime, mais on s'était fixé les objectifs. On avait atteint les objectifs de fonctionnement. Oui. Ce qui manquait, c'était que les personnes viennent et consomment. En fait, on aurait dû finaliser une techno et après la confier. On l'a mis trop tôt. Val d'Europe et Beaubourg, selon toi, c'était trop tôt. Oui, il aurait fallu tester, la fiabiliser. Une fois que c'était fiabilisé, finalement donner à une autre boîte, un groupe Bertrand, des opérateurs de la restauration, pour dire, ça s'appelle Padzzy, mais alors, vous construisez tout ce qui vaut autour et c'est vous qui allez l'opérer. Et effectivement, donc bien dissocier les métiers. On était une boîte de tech, il fallait rester boîte de tech et pas faire boîte de tech plus boîte de restauration à la fois.
Ça, c'était C'est les fameuses 2 montagnes dont tu parlais. Exactement. Et les ressources. Et là, on était un peu tous responsables parce que, en fait, d'abord, faut aussi le dire, l'écosystème hardware en financement est faible. Il l'est toujours. Enfin, j'ai pas vu de chiffres très importants, même ces dernières années. Donc, c'était pas facile de trouver des fonds. Donc, on a attiré des fonds qui sont plus audacieux que les autres. Mais derrière, quand il fallait lever des gros montants, c'était compliqué. Et pour ça, donc, il n'y a pas encore un écosystème hardware en financement suffisamment mûr. Et alors qu'il aurait fallu finalement être beaucoup plus audacieux sur les montants à lever et tout de suite annoncer la facture. Personne ne le savait quand on s'est rencontrés et que effectivement vous avez mis vos premiers millions. Je vous ai pas dit finalement c'est un projet qui va coûter bon an mal an 30. Et voilà. Alors c'était dans notre thèse d'investissement, on tire quand même les traits et on se met d'accord sur les hypothèses. Donc on savait qu'un projet hardware de cette envergure, qui plus est d'une envergure industrielle, puisque on l'a pas dit, il y avait combien de pièces dans le robot ? Plus de 5000 pièces, quoi. Ouais, voilà. Donc, forcément, on ne pouvait pas y aller avec des petits bras, mais on avait des étapes qu'on pensait être les bonnes. Donc, la première chose, c'était de vérifier que la technologie fonctionnait, ce qu'on a fait. Là, on a réussi à lever une série A en attirant des investisseurs étrangers. Et après, on pensait que prouver que la commercialisation fonctionnait avec cette technologie suffirait à aller lever une série B, et sauf qu'on n'a pas réussi à atteindre les objectifs de commercialité qu'on s'était fixés. Exactement. Et effectivement, parce que si on avait atteint les objectifs, à ce moment on aurait pu effectivement avoir un carnet de commandes important, etc. Alors après, c'est une question de timing. Là, je vois que nos Suisses ont un bon portefeuille de commandes, mais qui finalement passe beaucoup par l'étranger. Mais c'est un family office qui vient de la restauration, si je ne me trompe pas. Alors, ils viennent du retail. Et ils ont pris ce parti qu'on avait. Là, peut-être l'erreur au départ. Nous, l'erreur, c'est qu'on voulait développer nos premiers restaurants pas trop loin parce qu'on se disait on doit intervenir. Et eux, tout de suite, sont partis en signant des masters dans des pays à l'étranger. Peut-être parce qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment la techno et donc n'ont pas, se disent pas. Donc, il y a de l'audace quelque part à faire ce qu'ils ont fait. Et la France n'a pas cet écosystème de master franchisés capable aujourd'hui, donc il fallait ouvrir restaurant par restaurant avec des franchisés. C'est pas le meilleur des systèmes en fait. Donc vraiment, il y a quand même une histoire de territoire aussi et de culture. On l'a pas dit, mais même si pas dit fasciné, j'avais des tonnes de commentaires des articles qui j'ai retenu encore. J'avais fait un crime contre l'humanité parfois. Enfin, c'est ce que je faisais, c'était terrible. Je tuais l'humanité, etc., avec mes robots Pizzaiolo. De gens qui n'avaient pas vu le projet, mais qui juste réagissaient à des articles qui étaient plutôt positifs. On n'a jamais eu d'articles négatifs. On a des articles dans le monde entier, des journaux d'excellence qui parlaient du projet. Donc, il y avait un retentissement qui était très important. Parlait soit de façon neutre, soit de façon très positive. Mais en revanche, les commentaires des auditeurs étaient parfois très négatifs, très violents. Les fameux haters. Voilà, exactement. Voilà. Mais qui montrait qu'en France, il y avait quand même une base qui assez controversée sur le projet, quoi. Si on résume tout ce qu'on vient de se dire, du coup, gravir une montagne à la fois, être transparent, se concentrer sur ce qu'on sait faire. Se concentrer sur ce qu'on sait faire. Gravir une montagne, ça veut dire que tu concentres tes efforts, donc tu concentres tes équipes, tu n'as pas des équipes dans trop de domaines, et puis essayer de mieux anticiper finalement les montants, les ressources qui seront à un moment donné nécessaires. Voilà. Très bien. Et on espère que cet échange pourra servir à ceux qui nous écoutent. Oui, et surtout pensez qu'il y a une suite après, en fait. Et la suite, elle est importante, elle est belle. Ouais. On peut faire plein de choses. Et parce que le chemin, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et la boîte, elle a vécu 9 ans. C'est pour ça que j'ai eu le sentiment d'échec. Une boîte qui tient 9 ans, c'est déjà très bien. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Philippe. D'être revenu dans les bureaux. Plaisir. La porte est toujours ouverte. Merci chers auditeurs, à très vite.